Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir venir extraire des données d'une page web afin de les intégrer dans un système comme par exemple PrestaShop. Alors, pour ça, on va utiliser cette page de test que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Voilà. Donc on va essayer en fait de créer sous PrestaShop ce produit. Et après, on verra comment faire avec d'autres sites internet. Donc tout d'abord, on va aller du coup dans le site internet interfacé de PrestaShop qu'on a créé sous XAMPP. Voilà, on va enfin commencer à l'utiliser. On va créer, donc là je ne le fais pas parce que c'est déjà le cas, un nouveau script. Voilà, donc je vais aller sur ce script là. Et donc comme là on va vouloir faire du crawling, on va commencer à passer en script de crawling afin d'avoir du coup là les trois scripts dont je vous avais parlé. Et on va se mettre dans le script for page, puisque là, on va avoir une action à faire à chaque page du site internet. Donc, bon, là, on va s'entraîner tout d'abord dans cette page, mais on va s'imaginer que la idiatech.com, c'est un site de e-commerce et que du coup, on veut crawler toutes les pages de ce site internet-là. Du coup, là, je vais venir mettre l'URL du site internet, de la page d'accueil. Donc ce que va faire le crawler, c'est que d'abord, il va aller sur cette page, voilà, qui est d'ailleurs la page de profondeur 0. C'est la page qu'il a, c'est la page de profondeur 0. Et ensuite, il va prendre tous les liens qu'il y a sur la page d'accueil. Il va du coup tout simplement prendre ce qu'il y a dans les arguments ref des balises A, voilà, donc tous les liens de la page. Et donc il va aller crawler ces pages internet, qui seront donc les pages de profondeur 1. Et il va venir exécuter sur chacune le script for page. Et ensuite, il va venir dans chacune de ces pages faire la même chose, donc prendre les différents liens, qui vont être du coup les liens de profondeur 2, et il va refaire la même opération, il va faire le script for page après avoir récupéré la page, etc. Jusqu'à du coup la limite qu'on lui aura fixée, la profondeur 7, ou bien jusqu'à ce qu'il trouve plus de liens, et généralement c'est plutôt ça qui se passe. Voilà. Il peut y avoir aussi une autre contrainte d'ailleurs, c'est le nombre maximum d'URL à visiter qui est par défaut à 100 000. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut... Alors, donc là, j'ai mis la page du coup d'accueil parce que je veux configurer mon crawler pour du coup crawler ce site internet. Mais ici, je vais commencer par m'entraîner sur une page qui est la page de test. Voilà. Donc, sur un site de e-commerce, vous prenez n'importe quelle page de produit, ou bien, je ne sais pas si c'est un site internet qui recense toutes les mairies avec toutes les informations, vous prenez la page d'une mairie, et en fait, toutes les pages sont faites sur le même modèle. Du coup, à partir du moment où j'arrive à importer une page, j'arrive à toutes les importer normalement. À part si parfois il y a plusieurs modèles, mais c'est assez rare. Et à ce moment-là, il faut faire des cas avec différents if, quoi. Alors, comment est-ce que je vais commencer? Bon, au début, on va commencer par le titre du produit. Voilà, le nom du produit. Donc, le nom du produit, c'est ça. Et toute la question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir le prendre de cette page web. Donc, cette page web, en réalité, c'est ça. C'est un code source. Voilà. Un code source donc, qui est structuré sur différents éléments. Alors, ça, c'est donc le code source de la page. Le code source de la page qui est ici va être digéré par le navigateur pour faire ce qu'on appelle le DOM, Document Object Model. Le DOM, vous l'avez ici quand je fais inspecter, c'est ça. Sachez tout d'abord une première chose, le DOM, ce n'est pas exactement le code source. Ça y ressemble beaucoup, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il peut y avoir des différences. Par exemple, là, vous voyez, je suis sur la classe title. Voilà. Et la classe title, alors, attendez, hop. Voilà. Mettons qu'ici, au lieu d'une double cote, ça serait une simple cote. Eh bien, là, souvent, ce que fait le DOM, c'est qu'il va venir remplacer cette simple cote par une double cote. Voilà. C'est une des premières adaptations qu'il va faire parce que lui, il va essayer de se rapprocher des standards. De la même manière, là, vous avez des images et vous voyez que ces images-là, il ne va pas ici, à la fin, mettre le slash qui est là, qui est normalement un standard. Voilà. Et ça, c'est la compréhension que le DOM souhaite en faire. J'imagine que là, vous voyez, là, il y a un peu plus d'espace, il y a un slash. Donc, méfiez-vous du DOM. Hein. Le DOM, ça représente le code source.
mais c'est la manière dont le navigateur a digéré le code source pour créer un système de boîtes, d'objets, d'éléments empilés les uns dans les autres, de façon structurée, afin ensuite de pouvoir le traduire de manière graphique. Voilà. Donc parfois, il faudra plutôt vous fier au code source, parce que ce que va venir lire le crawler, c'est le code source. Voilà. Alors en réalité, quand je vais passer par les fonctions select, il y a effectivement un parseur qui vient du coup créer un DOM, et donc en fait les sélecteurs CSS ils vont se faire bel et bien sur un DOM, hein. Mais bon, quand vous allez faire par exemple des expressions régulières, ou que vous venez lire le code source pour faire une interprétation, je sais pas, avec des splits ou des choses comme ça, ben là vous allez être confronté au code source et pas au DOM. Voilà. Donc ça c'est une première chose qu'il faut comprendre. Donc au début je disais donc je veux récupérer cet élément là. Alors déjà la question c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire. Il y a plusieurs techniques. En gros, vous allez avoir droit à deux techniques. Ça va être les sélecteurs CSS ou les expressions régulières. Donc on va commencer par voir les sélecteurs CSS. Alors il y a un petit truc facile que je vais vous montrer pour avoir un sélecteur CSS, mais que je vais vous demander de vite oublier parce que ce n'est pas une bonne pratique. Vous sélectionnez ici donc dans l'inspecteur l'élément que vous voulez, vous faites un clic droit, vous faites copier, et là vous avez le sélecteur CSS. Voilà. Ça paraît idyllique comme ça. Et vous voyez que ce sélecteur CSS, comme la page est simple, il est juste. Voilà. Donc les sélecteurs CSS, si vous n'êtes pas au point par rapport à ça, vous pouvez ici, là, donc dans hop, ici, vous avez un petit tutoriel ici, et puis il y a le même un petit peu en bas pour les expressions régulières. Il va falloir être bien au point, hein, sur tout ce qui est sélecteur CSS et expressions régulières. Donc faites-vous bien ces deux tutoriels, parce que bon, vous allez vraiment en manipuler, donc c'est important d'être au point avec ça. Voilà. Donc là, ce sélecteur CSS, il commence par un point qui désigne la classe de l'élément. Et cette classe, du coup, ici, c'est title. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il l'a trouvé. Alors quand vous imaginez un sélecteur CSS, il faut le tester. Pour ça, vous allez faire comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez que déjà, là, il faut se méfier un petit peu de ce que va vous faire l'inspecteur, parce qu'en fait, l'inspecteur, il mixe en fait les sélecteurs CSS et de la recherche textuelle. Donc là, j'imagine que .title, ça existe quelque part là, dans ce truc-là. Bon, là, je ne le vois pas, mais bon, ça doit être quelque part dans ce texte-là. C'est pour ça, en fait, qu'il vous souligne cet élément. Mais ça, ce n'est pas un élément, en fait, de classe title, hein. Voilà. Et là, ici, du coup, je retrouve bien, du coup, mon élément. Et là, bon, je comprends que c'est bien la classe title qu'il a désignée. Voilà. Alors, ça déjà, ça va vous permettre de valider que votre sélecteur CSS il est robuste. Parce qu'en fait, là, vous voyez, bon, là, il y a 2 sur 2, mais en fait, idéalement, il faudrait qu'il y ait 1 sur 1. C'est-à-dire qu'un seul élément corresponde à ce sélecteur CSS-là. Parce qu'en fait, si vous en avez 2, il y a potentiellement un risque de confusion. Voilà. Donc, plus vous allez faire des sélecteurs qui vont être spécifiques, plus votre code Internet il va être robuste. Et l'une des choses capitales à faire en web mining, c'est d'arriver à élaborer un code source robuste. Ça, c'est très très important, hein, en programmation. Donc, des secteurs, ça dépend beaucoup du coup des sélecteurs CSS que vous allez imaginer. Donc, les sélecteurs, il faut qu'ils soient spécifiques, mais pas trop non plus. Il ne faut pas les surcontraindre. Pourquoi? Parce qu'une page web, tout simplement, ça peut évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je pourrais très bien imaginer ce code source-là. Voilà. Donc là, hop, je suis en train de dire quoi? Je veux l'élément title qui est dans shopcard. Voilà, donc shopcard, en fait, c'est l'encart que vous avez là. Et title, c'est la div qui est à l'intérieur. Le problème que si je fais ça, c'est qu'à un moment donné, peut-être que le webmaster il va revenir sur ce site, et cet élément-là, il aura envie de l'appeler autrement, par exemple uniquement card. Voilà. Et ici, il fait ça, et vous voyez que ce sélecteur CSS ne marchera plus, tandis que celui-là fonctionnera. Voilà. Et donc ça, c'est une réflexion à avoir un petit peu. Donc vous ne pourrez pas faire un code qui va être parfait par rapport à ça. Parfois, il va falloir revenir du coup sur un code source, parce que là, comme ça, les sites internet, ils sont dynamiques, ils sont évolutifs.
Mais bon, il faut essayer quand même résolument d'anticiper ces choses-là. Alors pour ça, il y a des petites règles à avoir. Par exemple, ici, on essaye de prendre un sélecteur au maximum qui désigne des informations par leur qualité. Donc là, c'est-à-dire, c'est un titre. Voilà, c'est le titre du produit et là ça s'appelle title. Mais mettons que ici par exemple il y ait deux classes, la classe strong et la classe title. La classe strong, ça ferait plutôt référence au fait que cet élément-là il serait en gras. Voilà. Et title, là c'est plutôt un élément, une classe qui va venir désigner le type de l'élément. Donc la classe title sera plus fiable que la classe strong ici. Parce que le strong, on peut s'imaginer que il va potentiellement être réutilisé ailleurs, parce que peut-être que s'il y a d'autres éléments à mettre en gras, le développeur se serait amusé à utiliser la classe strong à d'autres endroits. Voilà. Et donc, cette réflexion permet de voir s'il y a des classes qui sont plus spécifiques, plus robustes que d'autres. Voilà. Donc ça c'est une démarche à avoir et il faut arriver à concevoir du coup des sélecteurs CSS aussi robustes que possible. Donc là, ici, j'ai validé mon sélecteur CSS. Je vais rafraîchir un peu la page. J'ai donc mon sélecteur CSS, du coup je vais aspirer cet élément. Voilà. Donc je vais créer une variable, nom ici, donc le nom du produit, et je vais utiliser la fonction select. Voilà. Donc, le premier argument de select, ça va être le sélecteur CSS. Le sélecteur CSS, c'est ça. Voilà. Ensuite, ici, il y a le code source sur lequel je vais du coup exécuter select. Le code source, donc soit vous pouvez le mettre, donc la variable globale code, elle vous permet du coup de faire référence au code source dans un script for page. Bien entendu, cette variable n'existera pas dans le script initial et le script final. De la même manière, vous avez la variable URL page et arrival URL qui sont du coup des variables globales mais qui sont propres du coup au script for page parce que le script for page il va s'exécuter à chaque fois qu'une nouvelle page va être crawlée et il faut bien qu'à un moment donné on mette dans une variable où se trouve le code, où se trouve l'URL de la page. Mais ça ne va pas être le cas du coup pour le script initial et final parce que là il ne s'agit pas de crawling de page web. Voilà. Le script initial il s'exécute juste au début, le script final il s'exécute à la fin mais ce n'est pas particulièrement en réaction à une page. Du coup ces variables ne sont pas disponibles. Alors plutôt que de mettre code, je vais mettre nul. Voilà. C'est habituellement ce qu'on fait. Donc alors comme expliqué dans les précédentes vidéos, nul ça a en Grimport une fonction un peu particulière, c'est-à-dire qu'on vient prendre plutôt l'argument par défaut, ou bien on vient dire essaye de prendre le truc le plus logique que tu peux, et la fonction en fait là elle est intelligente, elle va essayer de prendre ce qui est le plus logique à utiliser. Voilà. Et alors la sélection, on va voir ça un petit peu après. Donc en réalité, je n'ai pas besoin de cet argument-là. Et bon, en vrai, je n'ai pas besoin non plus de celui-là. Donc par souci de simplicité, ici, je vais tout simplement faire ça. Voilà. Je peux enlever du coup les arguments qui sont facultatifs. Les arguments qui sont facultatifs commencent par un underscore, qui est ici. Voilà. Et donc là, je ne vais pas en avoir besoin. Donc là, j'ai réussi à avoir le nom. Notez que je peux ici tester aussi ces sélecteurs CSS dans l'onglet tester. Vous voyez qu'ici, là, j'ai des petites options pour pouvoir tester select et select all, ou bien reject et reject all. Donc là, ici, si je mets mon sélecteur, voilà, et que je teste la fonction, eh bien, je vois que j'ai running choose, c'est justement ici ce que je veux avoir. Voilà. Je peux comme ça essayer de faire des tests. Par exemple, si là, je voudrais les images, hop, je vais faire img, voilà. Et là, je vais plutôt faire un select all parce qu'il y a plusieurs images et je veux qu'il me montre tout ce qu'elles contiennent. Et là, on va voir un petit peu peut-être ce que c'est sélection. Sélection, ça va vous permettre de voir, de capturer des éléments différents de l'élément HTML. C'est-à-dire que, donc là, vous avez inner HTML, outer HTML et texte. Voilà. Donc, on va prendre cet exemple si vous voulez bien. Le inner HTML, c'est ça. Voilà. C'est running shoes avec ici, du coup, les espaces. C'est donc ce qu'il y a à l'intérieur
du tag. Outer HTML, c'est ça. Voilà. C'est le tag HTML avec ce qu'il y a à l'intérieur, le inner HTML, et puis avec le tag de fin. Voilà. Le texte, c'est la représentation textuelle de cet élément. Donc là, le texte, c'est à peu près équivalent au inner HTML. Bon, mais ce n'est pas toujours le cas. Mettons qu'ici, il y ait un P comme ça. Voilà. Donc le inner HTML, ce serait ça. Et le texte, ce serait ça. Voilà. D'accord, d'accord. Et je peux aussi faire du coup mettre autre chose qui n'est pas une valeur qui n'est pas une modalité standard de sélection. Je vais pouvoir mettre aussi l'argument. Donc si je mets quelque chose qui n'est pas dans les modalités standards, par exemple ici je vais mettre src, et bien à ce moment-là, ça va venir prendre la valeur qui se trouve dans l'attribut qui porte ce nom. C'est-à-dire que là, ici, je veux sélectionner tous les IMG, donc ce sont les images, et je veux prendre ce qu'il y a dans SRC. Voilà. Donc là, je vais tester la fonction, et vous voyez que là, il m'a donné du coup toutes les images qu'il va pouvoir trouver. Donc, vous voyez, choose 1, choose 2, choose 3, et là, logo.png. On va vérifier ça. Ici, donc là, je fais IMG. Donc il me fait toujours son truc. Donc là, vous voyez que ça ne correspond pas à un sélecteur. Hop. Et vous voyez que là, j'ai choose 1, choose 2, choose 3, choose 4. Et là, ici, j'ai le petit logo. Je ne sais pas si vous le voyez, il est ici. Et voilà. Et donc, ça a pris du coup tous les éléments qui avaient du coup cette sélection, c'est-à-dire cet attribut-là. Voilà. Si jamais j'avais fait outer HTML, ben, il m'aurait mis ceci. C'est logique. Et si je fais inner HTML, ben, il ne met rien. Donc là, faites attention, si ici je fais le sélecteur IMG, et que je laisse la valeur par défaut, parce que la valeur par défaut de cette fonction, ça va être inner HTML, hein, par défaut on vient prendre ce qu'il y a dans le tag, eh bien je vais me retrouver avec rien, ce qui va peut-être venir m'étonner, mais ça c'est tout simplement parce que vous auriez à ce moment-là utilisé la valeur par défaut de sélection, qu'il faut bien préciser outer HTML ou bien autre chose, parce que voilà, il n'y a pas de inner HTML, hein, c'est une fonction sans inner HTML, enfin c'est une balise sans inner HTML, et donc du coup c'est normal qu'il retourne rien du tout. Hein. Le inner HTML, c'est ce qu'il y a entre la balise avec son nom et la balise avec le slash là. Voilà. Donc, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Ici, du coup, voilà. Donc là, je veux prendre du coup maintenant la référence. Alors, la référence. Hop. Hop là. Donc, je vais procéder là encore par sélecteur CSS. Mais là, je vois que je vais avoir un petit problème parce que moi, j'ai bien envie du coup, bon, j'ai bien compris que du coup, il faut que je prenne l'élément qui est dans part number. Voilà. Vous voyez, on vérifie toujours ça. Là, je suis bien du coup sur un élément du coup sur un sélecteur CSS unique. Le problème, c'est que part number, c'est ça plus ça, quoi. Voilà, c'est les deux ensemble. Regardez. Hop, je vais retourner ici dans Select. Et oui, là, j'ai oublié le point. Hop, voilà, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est uniquement ça. Je veux pas ce machin-là. Alors, je vais avoir plusieurs solutions. Tout d'abord, ces fonctions ne sont pas une fin en soi. On peut venir retravailler ce HTML. Donc, par exemple, ici, je vais venir prendre ce sélecteur CSS là. Voilà. Et maintenant, je vais essayer du coup donc ça, c'est pas tout à fait ce que je veux. Et je vais essayer de faire en sorte de supprimer ce truc-là. Alors, quand vous ne savez pas comment est-ce qu'on fait ça, vous allez rechercher du coup dans les fonctions. Alors, donc là, je veux supprimer un élément d'un code source. Donc la fonction, elle va s'appeler quelque chose par exemple avec CSS, voilà, ou bien peut-être que je peux chercher avec le mot-clé delete. Voilà. Là, je vois que c'est pas tout à fait ce que je veux, peut-être avec remove.
Et là, je vais certainement trouver des choses dans ces fonctions qui vont m'intéresser. Voilà. Je peux même faire une recherche plus précise. Je peux faire aller remove element. Donc là, je vois que dans le filtre, il va rien enfin là, il m'affiche aucune fonction. Mais en fait, là, c'est parce qu'il n'a pas cherché dans tous les champs. Si je fais une recherche globale dans tous les champs, et faire une recherche globale dans le titre, la description et des choses comme ça, et je ne sais pas, ici par exemple, j'ai remove element, voilà, qui me semble être quelque chose d'intéressant. Et alors là, donc je vais regarder le nom de la fonction, là ces arguments avec ces différents types, et puis ici je regarde ce que font un peu les paramètres et l'exemple. Donc là je vois qu'il va du coup me supprimer tous les éléments qui correspondent du coup à un secteur CSS que je vais lui donner. Donc là j'ai un petit exemple où là je vois que donc il a supprimé l'élément H3 Hello pour donner ça. Donc c'est ce que je recherche. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on utilise cette librairie. Vous pouvez aussi ici donc, prendre choisir une catégorie. Donc vous voyez que là c'est du traitement de texte que je recherche et là je vais certainement dans cette catégorie, si je prends les remove, je vais trouver tout ce qui va supprimer quelque chose par rapport à du texte. Voilà. Donc ça pourrait éventuellement être l'un de ceux-là aussi. Bon, là, ça me semble quand même être plutôt cette fonction-là qui va être intéressante. Notez également que j'ai la possibilité là, si je sélectionne ça et que je clique là sur F, d'accéder directement à la documentation de la fonction. Voilà. Il va y avoir la même chose après, mais pour les fonctions PHP, mais ça je le montrerai plus tard. Alors, du coup, là, je vais faire un remove element. Voilà, donc là, j'ai à nouveau la documentation qui est ici. Et donc là, je dois préciser l'argument code et le CSS selector. Voilà. Donc, du coup, le code sur lequel je vais faire ces suppressions, ça va être le code qui est ici. Donc, qui est retourné par cette fonction-là. Et le CSS selector que je veux effacer, eh bien, c'est strong. Voilà. Donc là, je ne mets pas un point ni un dièse devant parce qu'en fait, là, c'est le nom de la balise. Voilà. Et donc, là, normalement, j'ai bien ce qu'il me faut. Donc, on a vu un petit peu le débugage. Là, je peux vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour évaluer ça. Donc là, par exemple, je me mets un point d'arrêt ici. Hop, je vais me faire du coup un test du coup sur la page en question. Voilà. Donc là, il arrive au point d'arrêt. Je vois que du coup, la variable nom, elle est correcte. Et ici, donc si j'évalue ça donc avec maj ctrl i, eh bien je vois que là, il m'a bien retourné du coup uniquement la référence. Et ça, je peux même l'évaluer séparément et je vois que c'est du coup, j'ai toujours fait ctrl maj i, hein, que donc c'est bien ça. Voilà. Donc là, on est bon pour la référence. Alors, notez aussi que donc là, on est en train de faire du web mining. Le web mining, c'est une branche du data mining. Vous avez peut-être déjà entendu dire, dans le data mining, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a la récupération des données et il y a le nettoyage des données, éventuellement leur dédoublonnage et ensuite leur insertion. Alors, donc là, on travaille sur l'étape de récupération des données. En pratique, vous ne devez jamais faire confiance à une donnée extérieure. Pourquoi? Parce qu'une donnée extérieure, ça peut potentiellement être quelque chose de sale. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un problème d'encodage, que c'est de l'ISO 8851 et pas de l'UTF-8. Peut-être qu'on va trouver un tag HTML, c'est-à-dire que, par exemple ici, hop, il va y avoir un accent, et l'accent, ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être soit un accent comme ça, soit un E et cut. Hop, je crois que c'est comme ça. Attendez une seconde. Oui, il ne faut pas que je le mette comme ça, il faut que je fasse HTML, voilà, et en fait il me l'a converti. Donc hop, ouais. Voilà, je vais laisser ça. Voilà. Et là je vais mettre un E accent aigu. Et donc, hop, vous voyez que là ça va afficher un E, mais ce E là, hop,
il est là, oui, bon, vous voyez que le Doom, il ne faut pas toujours lui faire confiance, parce que, ouais, alors, il me l'a carrément converti. Bon, au moins le et commercial, vous voyez que le et commercial qui est là, c'est un et amp. Voilà. Donc, si vous faites l'extraction de ça, vous allez avoir le et commercial qui va être écrit comme ça, et pas comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément ce que vous voulez, parce que vous voulez la version justement textuelle. Également, il peut y avoir tout un tas de petites choses qui vont vous embêter. Par exemple, il existe plusieurs caractères pour faire une virgule. Hein, il n'y a pas que le caractère comme ça de votre clavier. Il existe 3 ou 4 virgules. Par exemple, la virgule sous Word, souvent est une autre virgule. Et donc, si vous faites à un moment donné de la comparaison de texte pour dire est-ce que cette valeur est bien égale à telle valeur, eh bien, vous allez du coup avoir des falses là-dessus, alors que c'est les mêmes textes avec virgule, mais c'est que juste c'est un autre caractère de virgule. Donc tout ça, il faut chercher à l'homogénéiser pour travailler efficacement par rapport à ça. Et donc, par rapport à cette problématique, il va falloir utiliser du coup des fonctions de nettoyage qui vont venir vous enlever toutes les petites pétouilles, les choses qui ne vont pas sur les textes. De la même manière ici, on va vouloir une référence sans tag HTML parce que il faut se demander quel est le format de la donnée qu'on souhaite avoir. Là, il n'est pas censé y avoir de tag HTML, il est censé y avoir des caractères standards. Donc bon, voilà, on va utiliser une fonction de nettoyage. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes. Tout d'abord, la plus importante, c'est standardize text. Donc standardize text, voilà, je le mettrai comme ça. Ça vient nettoyer tous les petits soucis, donc ça nettoie beaucoup de choses, ça nettoie les caractères qui sont bizarroïdes, les caractères qui sont mal encodés, les caractères encodés en HTML. Donc là, vous avez plusieurs exemples sur la fonction. Hop. Voilà, vous pouvez aller voir. Vous voyez là par exemple quand on a des E accent aigu comme ça, il met des éléphants. Et puis voilà, tous les caractères HTML encodés, il va les dégager. Donc ça c'est une très bonne fonction. Et souvent on va venir la coupler avec strip tag. Hop, voilà. Comme ça. Donc là, j'ai enlevé donc, tous les tags HTML. Donc le tag HTML, c'est tout ce qui est ça par exemple. Voilà. Ça aurait enlevé là ici les strongs. Et puis donc ça va enlever tous les problèmes d'encodage. Voilà. Donc dans strip tag, il va aussi vous enlever les espaces blancs. Mais si vous voulez en plus de ça être sûr d'enlever les espaces blancs avant et après, vous pouvez rajouter aussi un trim. Voilà. Donc ça tout ce qui est saut de ligne, espace, tabulation en fin de chaîne de caractères et en début de chaîne de caractères, ça va les enlever. Voilà. Si je veux nettoyer un prix, j'ai la fonction HTML to price. Voilà. Qui est une très bonne fonction du coup pour convertir en nombre décimal. Je vais aussi avoir la fonction number. Voilà, qui va permettre du coup de convertir un texte en nombre et il peut vous le convertir du coup en nombre entier ou pas et autoriser ou pas les nombres négatifs. Je pense que là on a fait un petit peu le tour de tout ça. Alors il y a également, donc comme vous voyez que là on a bien allongé du coup la fonction, il y a des moyens plus courts de faire cette opération. Là ici on peut faire du 2 en 1. On peut faire, au lieu de faire un select, on peut faire un clean select. Clean select, voilà. Et donc vous voyez que les arguments c'est les mêmes, donc CSS sélecteur code et sélection, mais il y en a un dernier en plus. Voilà. Donc là je vais remplacer ce select par un clean select. Voilà. Donc normalement, bon, je pourrais simplement faire comme ça. Voilà. Mais là, on va quand même se pencher un petit peu sur le dernier argument. Et on va venir un peu jouer avec. Donc là, je vais mettre des nuls pour jouer uniquement avec le dernier argument. Donc je vais prendre la fonction. Hop. Et là, vous voyez que dans le post-processing, il va y avoir différents processus de nettoyage. Donc là, je vous avais parlé de strip tag et de standardize text. Vous voyez que si je mets rien dans cet argument-là, par défaut, ça va venir faire un strip tag et un standardize text. Voilà. Donc ça, c'est le nettoyage par défaut qui est le plus logique. Si je suis face à une description, je peux ici du coup mettre description ou bien juste D qui est le raccourci du type de post-processing. Et donc là, ça va venir faire que un
un standardized text, ce qui est logique parce que quand vous avez une description, vous voulez garder tout le formatage, vous voulez garder ce qui est en gras, ce qui est en H1, H2, etc. Donc là, vous ne voulez pas faire le strip tag parce que le strip tag, du coup, il va vous enlever tout ça. Voilà. Je peux aussi mettre price, number, integer, voilà, si jamais j'ai envie de faire d'autres. Donc on utilise beaucoup en web mining description et price quand il y a des choses particulières, et de manière générale, on va rien mettre et il va nous enlever, on va dire, l'essentiel de ce qu'il faut. Quand vous êtes face à des nombres, choisissez number ou integer. Voilà. Vous avez aussi ici d'autres possibilités, c'est pour des types particuliers. On utilise ça quand même pas mal pour PrestaShop parce qu'en fait, le problème que vous avez des fois avec PrestaShop, c'est que vous allez faire des opérations, on verra ça un peu plus tard, des get catégories, des get manufacturer, des get combination. Et donc, en fait, quand vous allez faire ça, vous allez vouloir comparer les entités que vous avez dans PrestaShop. Donc par exemple, vous allez vouloir comparer un fournisseur que vous avez dans PrestaShop avec le nom d'un fournisseur que vous prenez. Le problème, c'est que PrestaShop, il a des caractères interdits dans le nom du fournisseur, par exemple. Et donc, il va venir enlever ces caractères. Donc, si vous faites la comparaison entre un fournisseur que vous venez prendre d'une page web et un fournisseur qui est sur PrestaShop, il est judicieux d'abord de faire un post-processing avec PrestaShop Supplier par exemple, parce que comme ça il va vous enlever tous les caractères interdits de votre chaîne de caractères donc du texte du nom du fournisseur, et il va les comparer avec tous les fournisseurs que vous avez sur PrestaShop. Si vous ne les enlevez pas et qu'il y a par exemple un dièse dans le nom du fournisseur, du coup il va trouver une différence, alors qu'en fait il serait plus judicieux d'enlever ce dièse, parce que si jamais ce fournisseur là il a été ajouté avec ce nom, eh bien le dièse il aura été enlevé puisque ça fait partie des caractères interdits. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il est pertinent de faire du coup des post-processing avec ces données particulières. Voilà. Mais dans le cas général, on ne s'embêtera pas, on utilisera surtout ces trois-là. Voilà. Alors, le principe des sélecteurs CSS qu'on a vu ici, et ce qu'on essaye de faire la plupart du temps, parce qu'on va dire c'est ce qui est le plus pratique, de plus simple, de plus rigoureux, mais on va aussi voir le cas où on est face à des cas un peu moins simples, où les informations elles sont dans du JavaScript, du code, ou dans des structures un peu moins bien formatées quand on sort un petit peu du cadre standard du HTML. Voilà. Donc je vais vous trouver une information, allez hop, on va dire que là on a une information qui est en commentaire. Voilà. Donc en commentaire, c'est très compliqué à récupérer. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Le meilleur outil pour rechercher une information dans un autre texte de façon généralisée, c'est les expressions régulières. Voilà. Et donc, en pratique, on utilisera toujours ce cas-là, enfin ce système-là, dans des cas un petit peu plus compliqués. Donc là, je vais mettre lien réseaux sociaux, allez, lien réseau, et du coup, on va utiliser un regex. Voilà, la fonction regex. Mais bon, là, je vais carrément passer à la fonction clean regex, voilà, puisque c'est quelque chose aussi que je veux nettoyer par la même occasion. Voilà, donc là, je retrouve le post-processing. Le sujet, je vais le mettre à nul parce que je veux utiliser le code. Voilà. Post-processing, bon, je vais le mettre à nul. Et le numéro du masque, bon, on verra ça un peu plus tard. Donc là, je vais créer une expression régulière pour venir trouver le texte que je vais chercher. Alors, les expressions régulières, vous pouvez effectivement les mettre là sous forme de chaîne de texte, mais il est plus pratique et plus rigoureux de les mettre sous forme d'expressions régulières. Et donc pour ça, on va ici donc utiliser comme séparateur non pas la double cote, mais les slash. Vous avez la même syntaxe en JavaScript ou dans de très très nombreux langages. Et bon, c'est ce qui est plus indiqué. Donc alors, cette expression régulière, là, on commence systématiquement par mettre au début ceci. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des flags, c'est-à-dire c'est des drapeaux. Ces drapeaux, en fait, ici, ils vont conditionner le reste de l'expression régulière. Voilà. Donc on les met au début, avec au début le point d'interrogation ici, et donc en fait, on les met entre parenthèses, et donc là, cette syntaxe signifie qu'on est en train d'indiquer deux drapeaux, le drapeau S et le drapeau I. Voilà. Donc à quoi est-ce qu'ils servent? I, c'est le plus simple, c'est pour insensible à la casse, c'est-à-dire que ça, c'est la même chose que ça. Voilà. Tout simplement, les majuscules et les minuscules sont indifférenciés, ça désigne la même chose. Voilà. Donc si je mets un A, je peux très bien capturer aussi un A majuscule. Voilà.
enfin si je mets un minuscule, je peux très bien capturer un 1 en majuscule. Le S, c'est un peu plus compliqué. Donc dans les expressions régulières, le point, ça désigne normalement n'importe quel type de caractère. Alors n'importe quel type de caractère, mais pas tout à fait. Ça désigne n'importe quel type de caractère, sauf le saut de ligne. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, c'est historiquement les expressions régulières étaient plutôt désignées, enfin, ils servaient plutôt à faire des recherches sur une seule ligne. Mais bon, là, comme on est dans le contexte d'un code source qui est éminemment un texte qui est multiligne, bah, on aura besoin du coup que ça puisse désigner aussi du saut de ligne. Et donc c'est pour ça qu'on met systématiquement le S. Ça, faites-le quel que soit le cas, franchement, sinon ça va, vous allez avoir des comportements qui vont être un petit peu bizarroïdes sur vos expressions régulières et vous n'allez pas comprendre. Donc ça, c'est vraiment à faire systématiquement. Voilà. Du coup, je viens rechercher ce texte-là. Alors, du coup, je peux par exemple ici, allez, on va prendre ce bout de code comme repère. Voilà. Hop là. Donc, je viens du coup désigner dans mon expression régulière ceci. Voilà. Donc, là, ici, je remarque que donc il y a des espaces entre le follow me on et, et ce texte-là de repère, quoi. Donc, potentiellement, il peut y avoir plein de sauts de ligne. Je ne sais pas combien est-ce qu'il va y avoir de sauts de ligne. Peut-être que ça va varier par rapport à toutes les pages de produits. Du coup, je vais dire que là, il peut y avoir des sauts de ligne et je vais dire qu'il peut y en avoir 0, 1 ou plusieurs. Voilà. Donc ça, ce sont les caractères blancs, tout ce qui est espace, tabulation, saut de ligne, retour chariot. Et là, je mets donc ça, c'est ce qu'on appelle le qualifieur. Ça veut dire quel ensemble de caractères est-ce que ça va prendre en compte. Et derrière, du coup, je mets le quantifieur qui va dire combien va y avoir de qualifieurs. Voilà. Donc ça, c'est 0, 1 ou plusieurs. Ça, c'est 1 ou plusieurs. Ça, c'est 0 ou 1. Voilà, c'est les principaux. Ensuite, il va y avoir follow me on. Donc, je peux laisser comme ça, ou bien je peux ici mettre qu'il va y avoir au moins un caractère blanc. Voilà. Et ensuite, donc là, je vais prendre, on va dire, le lien de dribble. Hop. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est que là, je viens encore mettre la possibilité d'espace blanc. Voilà. Et ici, du coup, je viens désigner du coup le lien. Alors, le lien ici, je vais dire que ça va être un ensemble de caractères. Cette fois-ci, je le définis. Et je vais faire une liste noire. C'est-à-dire qu'en fait, quand je définis un... Donc là, on est toujours dans le contexte d'un qualifieur, n'est-ce pas? Donc on dit quoi et pas combien. Donc là, je peux par exemple ici mettre A, Z pour dire les caractères blancs. Et si après je mets un chapeau et que je fais ça par exemple, là, je fais ma liste noire. Donc ça, c'est ma liste blanche, ça, c'est ma liste noire. Donc là, je serais en train de dire que là, je peux prendre les caractères alphabétiques et refuser les caractères numériques. Bon, là, ça n'a pas d'intérêt parce que si je fais juste ça, de toute façon, je prends que les caractères alphabétiques. Donc de toute manière, les caractères non alphabétiques sont refusés. Mais si je fais par exemple ça, voilà, je suis en train de dire qu'on prend tous les caractères alphabétiques sauf le B. Voilà. Donc moi, je vais d'emblée faire une liste noire. Voilà. Donc j'autorise tout sauf ce qui va suivre. Donc je ne veux pas qu'il y ait de caractères blancs. Voilà, les espaces. Parce que vous voyez que ma chaîne de caractères va se terminer par un caractère blanc. Alors je ne peux pas le sélectionner, mais là j'essaie de vous montrer en fait le saut de ligne. Voilà. Parce qu'entre le K et le T, c'est un caractère blanc, c'est un saut de ligne. Donc il ne faut pas qu'il y ait de caractère blanc. Je ne veux pas non plus qu'il y ait de balises. Voilà, parce que là, on ne veut pas se retrouver dans un contexte... si on n'est plus dans le commentaire, c'est que forcément on tombera à un moment donné sur une balise. Voilà. Et de plus, ces caractères-là n'ont rien à faire dans une URL, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé y avoir de caractère de balise dans une URL, il n'est pas non plus censé y avoir de caractère blanc. Voilà. Potentiellement, c'est possible, mais bon, à ce moment-là, on le mettrait plutôt sous la forme pourcentage 20, si c'est comme ça. Et du coup, maintenant, je mets mon quantifieur, et donc là, je dis que dans un URL, n'est-ce pas, il y a minimum un caractère, et il peut y en avoir plusieurs, il y en a toujours plusieurs d'ailleurs. Je pourrais aussi mettre un truc comme ça.
Voilà, par exemple 5. Là, je suis en train de dire qu'il y a au minimum 5 caractères, et puis jusqu'à l'infini. Voilà. Bon, mais pour un souci de simplicité, on va mettre comme ça. Après, là, on est toujours dans quelque chose de subjectif. Il faut faire des choix à un moment donné. Voilà. Alors, oui, on va dire que j'ai plutôt mis ça comme ça. Alors, là, comme j'ai exclu les espaces blancs, bah, il faut que ici, je réinclue la possibilité qu'il y ait des espaces blancs. Voilà. Et à la fin, c'est bien à la fin de ce que je veux ici capturer, que je mette un limiteur. Donc à la fin, bah, il y aura, pardon, il y aura ici du coup un caractère blanc qui sera ici certainement le saut de ligne. Voilà. Du coup, là, normalement, j'ai une expression régulière qui va matcher avec ce que je veux avoir. Alors, je peux la tester. J'ai deux solutions pour ça que je vais vous montrer. Vous choisissez celle que vous voulez. C'est le site Regex 101, qui est un très bon site pour ça. Donc là, je viens copier tout le code source, ici dans le string à tester. Et ici, donc, je viens prendre du coup mon expression régulière. Alors, je crois que par contre, vous voyez les drapeaux, ils sont là. Du coup, il va peut-être pas falloir les mettre. Hop. Quoique, je crois que je peux quand même remettre mes drapeaux. De toute façon, là, il y a une explication. Ouais, vous voyez que là, il vous l'explique. Single line et puis intensive. Mais bon, là, est-ce qu'il me l'a capturé? Ah, il me l'a capturé. Voilà. Donc là, mon expression régulière a fonctionné. Et je peux aussi la tester du coup sur Notepad. Alors, hop. Donc, Notepad++. Alors, là, je viens prendre la barre de recherche. Hop. Ici, je mets bien expression régulière et justement, je mets le point. Ça correspond au drapeau S. Voilà. Et je viens reprendre du coup mon code source que je mets là. Voilà. Et je vois que du coup, ça capture bien ce que j'ai pris là. Après, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on va extraire de ça. Et donc, pour dire qu'est-ce que je vais extraire de ça, eh bien, je vais introduire ce qu'on appelle des groupes ou des masques ou des sous-masques. Voilà, il y a plusieurs termes pour désigner ça. Donc pour ça, je vais mettre entre parenthèses ce que je veux capturer. Et donc vous voyez que là, le groupe, là j'ai défini en fait un groupe. Voilà. Ce groupe, c'est ce que je vais, c'est une sous-chaîne que je vais pouvoir extraire. Les groupes en fait servent à plusieurs choses. Ils peuvent servir à faire du coup des captures, comme je suis en train de le faire, mais ils peuvent aussi servir à faire des ou. C'est-à-dire que par exemple, je peux faire un truc comme ça. Voilà. Ou je sais pas, Toto, voilà. Et donc là, je suis en train de dire que il faudra capturer soit ça, voilà. Voilà, bon, on va pas plus compliquer que ça. Et du coup, là, dans la variable, bah, qu'est-ce que va retourner clean regex? Elle va retourner ici, si je mets ici dans le numéro du masque, le numéro du masque 1, bah, elle va retourner du coup le masque 1. Voilà. Si ici j'avais mis le masque 2 et que je sais pas, là je définis pour mi un masque, voilà, ça vient retourner celui-là. Voilà. Alors je fais une petite précision, parfois il peut y avoir plein de masques dans une expression régulière, comme par exemple celui-là, et là on peut parfois en venir à se demander quel est le numéro du masque. Donc pour ça, il faut que vous fassiez la façon suivante. Vous prenez à partir du début de l'expression régulière, sans tenir compte de ça, parce que ça c'est pas un masque, ça ce sont des drapeaux. Donc vous prenez à partir de la gauche de l'expression régulière et vous venez compter le nombre de parenthèses ouvrantes à partir de la gauche. Donc ça, là, c'est le masque 1, ça, c'est le masque 2, et ça, c'est le masque 3. Donc si je veux récupérer ça, il faut ici que je mette un 3. Voilà. Il y a d'autres options ici pour le numéro du masque. Je vous laisse un petit peu lire la documentation. Mais bon, en pratique, voilà, on travaillera comme ça pour prendre pour prendre les informations à partir des expressions régulières. Voilà, je vais tester ça pour voir si ça fonctionne. Hop. Bon après, là encore, hein, je peux aussi le tester, vous voyez, comme ça. Parce que j'ai encore une autre manière de tester cette expression régulière. Hop.
c'est avec ceci. Voilà. Et vous voyez que là, du coup, là, j'ai le masque 1 qui est ça. Donc vous voyez que ça correspond bien. Si je fais le deuxième, j'ai le mi. Et si je fais le troisième, j'ai donc bien le texte que je recherche. Et là, je vois que dans le Clean Select, du coup, j'ai un lien tout propre. Voilà. Merci pour votre écoute sur cette vidéo. On se retrouve plus tard pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va venir intégrer les données qu'on a extraites.